22 février 2020, le premier réacteur de la centrale nucléaire de Fessenheim s'arrête de tourner. 24 février 2022, la guerre en Ukraine éclate. En 2 ans, quasiment jour pour jour, le monde a radicalement changé et avec lui, notre vision du nucléaire. Ces dernières années, l'énergie atomique revient au centre du jeu, mais en France, les erreurs du passé ressurgissent et les technologies du futur se précisent. Je suis Charlotte Baris et vous écoutez Les Défis Atomiques, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Épisode 4, fusion nucléaire, la course au Graal. Cette puissance nucléaire est le fond de l'activité de demain. Une crise nucléaire. L'abandon de Superphénix. La centrale de Fessenheim sera fermée. L'EPR de Flamanville est entré en production. Nous allons lancer dès aujourd'hui un programme de nouveaux réacteurs nucléaires. Chers auditeurs, pour ce dernier épisode sur les défis du nucléaire, Sébastien Julian, le rédacteur en chef adjoint du service climat, m'a donné rendez-vous dans le sud de la France. Pour le rejoindre, j'ai préparé le téléporteur de La Loupe qui nous emmène où on veut en un instant. Je rentre Bouches-du-Rhône pour le département et pour la commune Saint-Paul-les-Durances. Bonjour Sébastien. Bonjour Charlotte. Alors, j'ai atterri un peu au milieu de nulle part avec des collines et de la végétation à perte de vue. Surtout, on est dans le sud et il fait grand soleil. Puisque dans cet épisode, il est question de l'énergie de demain, j'imagine Sébastien que tu vas me parler de panneaux solaires. Eh bien non, désolé Charlotte. Bon, alors je ne vois pas non plus d'éoliennes. Peut-être que tu vas m'emmener voir un site de production d'hydrogène ? Non, toujours pas. Mais je vais quand même t'amener dans une usine. Suis-moi. Alors, on se dirige vers des bâtiments modernes qui s'étalent sur plusieurs hectares. On entre. Il y a plein de machines autour de nous, des couloirs métalliques, de très grands espaces. Il y a une atmosphère presque futuriste ici. Ah oui, c'est bien un projet très futuriste. On va parler de nucléaire, mais pas n'importe lequel. Alors, je crois que j'ai une petite idée. Tu étais déjà venu nous parler dans un épisode de La Loupe de la fusion nucléaire. Exactement. Et ce qui se passe ici, ça s'appelle le projet ITER. Et dans ce gros réacteur que tu vois devant toi, on cherche à passer de la fission nucléaire à la fusion nucléaire. C'est une innovation qui pourrait tout changer et je vais tout expliquer. Sébastien, on est de retour à Paris, dans le studio de La Loupe. Tu as prévenu qu'on allait parler de l'avancée de la fusion nucléaire. Entre-temps, j'ai retrouvé l'épisode qu'on avait consacré à ce sujet. Tu nous avais expliqué ce qu'est exactement la fusion. Il y a 2 façons différentes de produire de l'énergie à partir des atomes. On peut soit casser des gros morceaux pour en faire de moins gros. C'est la fission, c'est-à-dire la technologie de nos réacteurs nucléaires aujourd'hui. Sinon, on peut assembler des petits noyaux pour en faire de plus gros. C'est la fusion. Alors, cette fusion, on court après depuis les années 50. L'idée, c'est de recréer sur Terre des réactions physiques semblables à celles que l'on peut trouver à l'intérieur du Soleil. Et ce serait révolutionnaire. Maintenant qu'on a fait ce petit rappel, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi découvrir la fusion serait à ce point révolutionnaire ? Parce que c'est une réaction en chaîne extrêmement puissante. Elle libère bien plus d'énergie que la fission. Elle a d'autres avantages. En cas de problème, la réaction se stoppe d'elle-même. Donc on est dans quelque chose qui est plus sûr que la fission. En plus, elle ne crée pas de déchets nucléaires de longue durée. Donc tu vois, ça fait beaucoup d'avantages. Ça pourrait vraiment être l'énergie du futur, surtout si, comme on l'a déjà dit, on a des risques de plus en plus importants d'épuisement du côté de l'uranium. Et avec le projet ITER, là où tu m'as emmené en introduction, ce Graal nucléaire pourrait bientôt voir le jour. Alors on n'y est pas encore, mais on y travaille depuis longtemps, puisque ce projet a débuté quand même dans les années 80. 35 pays y participent, c'est un énorme chantier. Mais récemment, il y a eu une grosse avancée, parce qu'il se trouve qu'il y a des essais qui ont été réalisés dans un petit réacteur juste à côté de cette grosse installation d'ITER sur le site de Cadarache. Donc il s'agit du petit réacteur Ouest qui appartient aussi au CEA. Et en fait, ce petit réacteur vient de battre un record de maintien de plasma. Le record de maintien de plasma, qu'est-ce que c'est Sébastien ? Alors, c'est un peu technique, mais je t'ai fait un schéma pour tout comprendre. Donc la fusion que développe ITER fonctionne grâce à une grande machine qu'on appelle un tokamak. Et c'est l'espèce de donut que j'ai dessiné là. Et à l'intérieur, on trouve le plasma
que j'ai représenté en orange. Et dans ce plasma, tu vois, j'ai fait plein de petits points. Ce sont des électrons, des atomes d'hydrogène. Et en fait, le plasma, c'est un état de la matière. Un état de la matière, tu veux dire comme solide, liquide, gazeux? Oui, mais ce n'est aucun des trois. Le plasma, on dit souvent que c'est une sorte de soupe ou de bouillie d'atomes. Et ce plasma est chauffé à environ 50 millions de degrés. Et c'est seulement à ce moment-là que les atomes peuvent fusionner et libérer de l'énergie. Alors, ça a l'air simple comme ça, mais évidemment, le problème du plasma, c'est que c'est très dur à maîtriser et c'est très dur de garder les atomes dans cet état-là. Et Sébastien, sur ton schéma, tu as aussi dessiné un aimant. À quoi il sert ? Oui, parce que le projet ITER utilise un champ magnétique d'un aimant pour confiner le plasma. Tu vois, j'ai fait des petites flèches vers le centre du tokamak parce que l'aimant permet de faire en sorte que le plasma ne touche pas les parois, sinon il se refroidirait. Et là, dans le réacteur de Cadarache, les équipes ont réussi à maintenir le plasma pendant 22 minutes. Et c'est donc un record? Oui, c'est une prouesse technique. Par contre, on est encore loin de la fin de l'expérimentation et encore plus loin de la commercialisation de la fusion. Pour produire de l'énergie à partir de la fusion, il faut que le plasma se maintienne en continu et pas pendant quelques minutes, mais pendant des dizaines d'années. Donc le record récent, c'est une bonne nouvelle, mais c'est aussi une communication qui n'est pas anodine. C'est pas une coïncidence parce que beaucoup de pays étaient quand même en train de se dire qu'ITER, ça fonctionnait pas bien, ça n'avançait pas assez vite, et donc finalement ce résultat arrive à point nommé. Ça redore un peu le blason d'ITER. Et pourquoi il y avait ce discours pessimiste sur ITER? Parce qu'il y a eu beaucoup de retard dans le chantier. Le dernier date de juillet 2024 et à ce moment-là, les équipes d'ITER ont annoncé un retard d'au moins 8 ans, ce qui reporte donc à 2033 la mise en service d'un plasma. Donc ce retard entraîne des surcoûts. En plus, pas de bol, il y a eu aussi des pièces défectueuses qu'il a fallu remplacer. Et donc au total, on estime les surcoûts à 5 milliards d'euros au minimum. Et donc il y a beaucoup de déception en fait par rapport au début d'ITER où on avait beaucoup d'espoir sur cette technologie. Comment on peut expliquer ces retards et ces surcoûts? Alors certains diront qu'on paie quelque part le prix de notre démocratie. On a beaucoup de pays qui participent à ITER et donc ça veut dire que beaucoup de monde prend part dans le processus de décision. On attend que tout le monde valide, tout ça crée du retard. Tout est plus compliqué en fait puisque chaque pays aussi apporte une partie différente d'ITER. Et d'ailleurs, en Europe, certains en ont eu marre qu'ITER ait un peu ce monopole de fusion. Et il y a aujourd'hui des acteurs privés qui essaient de se positionner, qui essaient de prendre la relève. Par exemple, on a une société qui s'appelle Gosfusion, qui est en fait une alliance de plusieurs industriels venus d'Italie, de France, d'Allemagne, d'Espagne. Et cette entreprise-là a un objectif qui est clair, c'est de développer la fusion nucléaire avant ITER. Parce qu'il s'estime être plus rapide, plus agile. Et au niveau du maintien du plasma, où en est cette entreprise? Ça progresse, ils ont misé sur un autre modèle. Ils n'utilisent pas de tokamak comme ITER, mais un stellarator. C'est une technologie qui est proche, mais la chambre dans laquelle se trouve le plasma a une forme différente en fait. Elle est hélicoïdale, c'est une sorte de donut torsadé au lieu d'un simple donut. Mais bon, dans un stellarator, tu n'as pas besoin de faire passer un courant magnétique au sein du plasma, donc ça a un avantage. Mais en même temps, le tokamak serait meilleur pour maintenir le plasma à des températures élevées. Donc voilà. Néanmoins, Gosfusion a fait le pari qu'avec leur technologie, il sera plus simple de produire in fine de l'électricité. Pour Gosfusion, le tokamak ne pourra pas créer en masse de l'électricité. Ça restera une machine de recherche. Donc, on peut dire que Gosfusion semble en bonne voie. Alors oui, c'est prometteur. Le souci que l'on a en Europe, c'est qu'on a longtemps tout misé sur ITER avant de s'apercevoir que ça prenait beaucoup de temps, un peu trop de temps. Donc désormais, la fusion fait partie des technologies d'avenir pour l'Europe. Ursula von der Leyen l'a rappelé tout récemment. Cependant, l'Europe soutient un peu trop timidement encore la fusion. Et chez Gosfusion, les équipes sont parfois un peu désespérées parce que la fusion, c'est une des rares technologies d'avenir dans laquelle l'Europe est bien placée pour réussir.
Mais clairement, on s'organise mal. Et là, je ne pointe pas uniquement du doigt ITER. Il faut savoir en ce moment, par exemple, qu'il y a 2 associations concurrentes qui veulent chacune être celles qui représentent le secteur de la fusion à Bruxelles. Donc elles se font la guerre au lieu de travailler à 100% sur le développement de la fusion en Europe. On a parlé de l'Europe et du projet ITER, mais la recherche sur la fusion est une priorité pour beaucoup de pays et certains sont même très en avance. Il y a une deuxième voie qui s'appuie sur une méthode complètement différente pour faire de la fusion, du côté de la Californie avec le National Ignition Facility. Cette unité de recherche essaie en ce moment de faire de la fusion grâce à des lasers. Et là, l'idée, c'est de concentrer des lasers sur une petite pastille d'hydrogène pour essayer donc de provoquer la fameuse réaction. La fusion, il y a du monde qui l'étudie, et notamment les États-Unis, comme tu l'avais évoqué dans un précédent épisode. Où en est, Sébastien, cette technique américaine ? Alors pour l'heure, ce sont les seuls qui ont réussi à générer plus d'énergie qu'ils n'en dépensent lors de l'expérience. Mais c'est à l'aide d'une technologie laser, donc c'est pas un tokamak, c'est une technologie un peu différente. Et on sait que le laser, c'est beaucoup lié au secteur de la défense. Donc potentiellement, ça servirait plutôt à des applications militaires. Pour produire de l'électricité pour un pays entier, pour l'instant, c'est plutôt la technique du tokamak sur laquelle la plupart des projets misent. Donc il y a des start-up américaines dans ce domaine-là. Elles nous promettent la fusion d'ici 4 ou 5 ans. Bon, mais honnêtement, c'est sans doute très exagéré. Et il y a un autre acteur qui avance très vite et qui fait très peur aux États-Unis, c'est la Chine. Et donc de leur côté, où en sont exactement les Chinois ? Alors, ils détenaient justement le record de maintien de plasma au mois de janvier avec 17 minutes avec le tokamak East. En Chine, il faut savoir qu'ils ont 6 réacteurs à fusion expérimentaux. En début d'année, le média américain CNN a montré une photo satellite révélant a priori un nouveau site de recherche sur la fusion nucléaire en Chine. On y voit un bâtiment en forme de X qui abriterait un projet de fusion par laser. Donc par rapport aux États-Unis et au centre californien, ce centre serait 50% plus grand. Et pourquoi ces avancées chinoises inquiètent autant les États-Unis ? Parce que là encore, il y a un enjeu géopolitique très fort, un enjeu d'influence. Le pays qui trouvera en premier la fusion pourra vendre cette technologie partout dans le monde et s'en servir pour asseoir une domination. Parce que lorsqu'on fournit à un pays une technologie comme la fusion, on crée des liens qui sont ensuite très compliqué à défaire, et c'est aussi un moyen de pression. Et donc, pour la Chine et pour les États-Unis, cette fusion nucléaire devient vraiment une priorité absolue, contrairement à l'Europe. Et ces 2 pays investissent beaucoup. Et en Chine, ils travaillent même jour et nuit pour y arriver. Avec tous ces projets, concrètement, ça pourrait être pour quand la fusion ? Bon, alors pas dans 5 ans. Il va falloir un certain temps avant que la fusion devienne vraiment industrielle, mais il y a quand même le sentiment qu'un cap a été franchi. Ça paraît moins compliqué qu'avant. Et c'est l'un des apports de l'intelligence artificielle, par exemple, puisqu'avec cette intelligence artificielle, on peut réfléchir plus efficacement à de nouveaux matériaux pour maintenir le plasma, par exemple. Tout l'enjeu est là, on n'est pas sûr à 100% d'y arriver, mais on ne peut pas tout miser dessus parce qu'on n'a pas de calendrier précis et le changement climatique n'attend pas. Sébastien, si la Chine et les États-Unis gagnaient la course à la fusion, que ferait la France ? Est-ce qu'on accepterait de se fournir chez eux ? Question difficile. Il faut se rappeler qu'à l'origine de notre parc nucléaire actuel, il y a une licence Westinghouse, une entreprise américaine. Alors on a réussi ensuite à modifier cette technologie pour arriver aux réacteurs d'aujourd'hui. Mais bon, on pourrait théoriquement recommencer ce genre de choses avec la fusion, sauf que le contexte a changé. On voit bien, les États-Unis, la Chine veulent dominer la planète, ne s'en cachent pas. En Europe, l'indépendance énergétique devient enfin une priorité, donc c'est pas le moment d'acheter une technologie à l'étranger. En fait, tout simplement, il faut continuer à développer, nous, cette technologie et il ne faut surtout pas l'abandonner. On suivra donc de près les avancées en matière de fusion en Europe et ailleurs. Merci Sébastien pour tes explications. À bientôt. C'est la fin de cette série sur les défis du nucléaire. Pour aller plus loin, vous pouvez retrouver tous les articles de Sébastien Julian et Anne Rosenchère sur le sujet. Ils sont à lire sur notre site l'express.fr. Vous pouvez vous abonner. En ce moment, le premier mois est à 1 €. Si les épisodes de cette série de podcasts vous ont plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous laisser des commentaires. Et pour nous écrire, l'adresse mail ne change pas, laloupe@l'express.fr.
Les Défis atomiques est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, écrite par Solène Alifa et réalisée par Jules Cros. On se retrouve demain pour analyser une actualité qui a marqué la semaine.